Alors, on va dire c'est l'un des faits d'actualité majeurs en ce 29 avril 2021. Cette lettre de félicitations adressée par le premier Camerounais au champion du monde en MMA. Il s'agit de Francis Ngannou. On va peut-être y revenir dans le cadre de la revue de presse alors qu'on aperçoit la sympathique, on va dire, Karel Mezatia Choya justement, qui va nous livrer la première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. Mais déjà, bonjour Karel et welcome back. Bonjour Patricia, bonjour Fidjil, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre en direct des studios de la Cité Capitale pour la première partie de la revue de presse, donc parution de ce jeudi matin. D'entrée de jeu, donc, on fait immersion dans le numérique universitaire avec le quotidien Mutation. Le journal nous dit pourquoi le projet plante. Plusieurs raisons évoquées par nos confrères. La qualité des ordinateurs PB, vous le savez certainement, ils ont été offerts gracieusement aux étudiants par le président de la République il y a de cela quelques temps. Autre raison relevée donc par nos confrères, le centre de développement du numérique non fonctionnel, le déficit énergétique que l'on peut vivre sous le triangle national ces derniers temps. Autant de raisons, autant de bugs qui plongent le programme e-National Higher Education dans l'impasse. Pour en savoir plus, lire le dossier de la rédaction de la page 7 à la page 10. Et puisqu'on parle de l'école en ligne, Réalité Plus annonce que l'éducation de base est en haut à travers le projet Une école, un logiciel informatique. Le chef de ce département ministériel, Laurent Serge, et Tundingwa a signé un accord avec une société russe pour un don d'1 million de logiciels. Selon le quotidien, c'est parti pour l'opération Une école, un logiciel. L'école primaire et maternelle est gâtée au Cameroun grâce donc à cette convention, ajoutent nos confrères. Lire l'intégralité des articles de la page 2 à la page 5 du journal Réalité Plus qui nous est parvenu ce matin. Surfons sur une autre vague avec le quotidien L'économie. Le journal tire la sonnette d'alarme sur la destruction des forêts primaires qui, selon nos confrères, s'accroît au Cameroun. Le quotidien L'économie précise que c'est ce que révèle donc une étude de Global Forest Watch publiée à la fin du mois de mars 2021. La classification des régions les plus touchées à lire également en page 3. Puisqu'on parle économie, on continue avec Expression économique. Le journal nous ouvre les portes des entreprises publiques qui ont entraîné la perte de grosses sommes d'argent. 150 milliards de nos francs spécifiquement partis donc en fumée. Titre cet hebdomadaire à la une. Expression économique précise que c'est le montant perdu par la Sonara, Camerco, la Campost et le Crédit foncier du Cameroun en une année. D'après le dernier rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques et des établissements publics, 22 sociétés à capitaux publics ont enregistré un résultat net négatif en 2019. Nos confrères ont donc publié dans le journal le dossier y relatif. Le journal a retrouvé en kiosque ce jeudi 29 avril 2021. Également en kiosque ce matin, le quotidien. Le journal nous amène dans les chantiers urbains. Selon le quotidien, donc, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain s'engage à lever tous les points d'étranglement à Yaoundé. Nos confrères nous informent ce matin que les chantiers structurants engagés par le chef de l'État à travers le MINDU seront désormais suivis de façon hebdomadaire. Ketia Cortés a effectué une visite inopinée le 28 avril dernier sur ces chantiers donc et a eu la surprise de constater que la libération des emprises demeure un frein pouvant compromettre sérieusement le respect des délais des travaux pour ces voies stratégiques de fluidification de la circulation en vue donc de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'information dans son intégralité est donc dans le journal Le Quotidien. Vous pourrez le retrouver en kiosque comme tout ce que nous avons parcouru il y a de cela quelques instants seulement. On continue. Leurs résultats sont attendus
par la population donc en ce qui concerne les chantiers routiers, tout comme l'impact des maires de ville. On attend. Titre Cameroun Tribune à la une. Entré donc en fonction il y a de cela un an. Les successeurs élus des délégués du gouvernement à la tête des 14 communautés urbaines du pays se sont mis à l'œuvre avec des actions de routine diversement appréciées, mais de manière générale, leur empreinte marquante donc dans la gestion des cités reste attendue par les populations. C'est le focus de Cameroun Tribune de ce jeudi matin. La suite, c'est en santé. On en parle avec Eco Santé, la riposte contre la pandémie Covid-19 au cœur du journal, une stratégie gouvernementale donc qui vient d'être renforcée grâce au Royaume d'Arabie Saoudite. Ce pays frère et ami vient de remettre un important don de matériel de protection des soldats de la santé au front contre la pandémie à coronavirus et des respirateurs dont réceptionnés donc par le ministre de la Santé publique à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Manaouda Malachi n'a pas manqué d'exprimer la gratitude du gouvernement pour ce geste. Éco-Santé en parle de manière beaucoup plus détaillée ce matin. Une information à lire en page 3. Nous sommes toujours en santé cette fois-ci avec le journal L'Action. Le sait, le Cameroun vaccine contre la Covid-19 depuis quelques semaines, donc après le lancement par les membres du gouvernement, est donc arrivé le tour de la campagne intensive. Naturellement, les cibles prioritaires, les groupes prioritaires définis par le conseil scientifique sont appelés à se rendre donc dans les différents points de vaccination pour recevoir leur première dose. Les cibles qui, on le sait, sont constituées entre autres de personnel de santé, des personnes âgées, des malades qui présentent des comorbidités. En tout cas, tous ces détails, vous les retrouverez dans le journal L'Action apparu de ce jeudi matin. Telegram News est également arrivé à notre rédaction ce jour. Le journal de Dimitri Amba titre à la une: alternance au sommet de l'État de la vacance de la présidence de la République du Cameroun. On peut lire en pages 3 et 4 l'analyse juridico-politique de la procédure légale d'intérim dans l'hypothèse d'une intermittence à la fonction de l'État. Ramani Yé, politologue et juriste, consulte donc dans un cabinet de la place, jette un pavé dans la mare. Le pavé dans la mare, vous pouvez le retrouver dans le journal Le Telegram News qui est en kiosque. Et c'est avec ce journal que nous mettons un clou à la revue de presse en direct des studios de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. La suite, c'est naturellement avec vous, Michael Chipio, du côté de Douala. Bonjour. La suite ici à Douala avec le messager qui nous amène au port autonome de Douala. Ce matin, le port qui a lancé une vaste réforme depuis l'arrivée du directeur général Cyrus Ngor, qui s'illustre depuis quelque temps par des réalisations innombrables. Le journal a été encore au port autonome de Douala hier après-midi avec les nouveaux navires de la rénovation, 10 milliards et 152 millions de francs CFA injectés dans la reconstruction et l'appontement pétrolier sur Duc d'Albe, dont la cérémonie officielle de mise en service s'est déroulée hier. Les risques inhérents à une déflagration, un incendie ou encore une pollution à grande échelle au port de Douala, Bonabéry, consubstantielle aux activités de déchargement des tankers, sont désormais dans le passé. Dorénavant, la manutention des produits pétroliers dans cet espace portuaire se veut sûr et sécurisé 20 ans après la ruine d'un ouvrage destiné à servir au chargement et au déchargement de ces hydrocarbures. Consécutive à 2 accidents successifs de navires, l'appontement pétrolier a donc été refait et l'ouvrage a été mis en service hier en présence de 3 membres du gouvernement. Et toute cette dynamique, écrit à Londjipou du Messager, participe du large processus de normalisation de toutes les activités du combinat portuaire, couplé à la rénovation, la modernisation et le développement des infrastructures et superstructures du port autonome de Douala, constaté depuis l'arrivée de Cyrus Ngor au port autonome de Douala. La une du Messager nous parle des questions liées à la famille du tout premier président de la République du Cameroun, qui veut déstabiliser la famille Ahidjo après la mort de Germaine. Une semaine après les obsèques de l'ex-première dame du Cameroun, des rumeurs persistantes laissent croire que la candidature du fils de l'ancien chef d'État, Mohamedou Badjika,
Ahidjo aux prochaines présidentielles serait en cuisine, soutenu sous cap par certaines élites du Grand Nord, un front de revendications né, selon ceux qui soutiennent cette thèse, pour exprimer le courroux de cette partie du pays contre le régime Biya. Et le hic écrit le Messager, c'est qu'une autre frange d'élite du Nord qui voudrait se servir de cette situation présentée par certains observateurs comme une menace du régime pour montrer aux apparatchiks du pouvoir que les fils plutôt et filles Ahidjo en ont après Paul Biya est en embuscade. Le but de leur manœuvre, de leur démarche pour le moins légitime, apprend-on, c'est de faire croire que la progéniture du premier président a soif d'assouvir sa vengeance contre l'homme du 6 novembre 1982 que le septentrion entend d'ailleurs vomir lors des élections présidentielles de 2025. Tout comprendre autour de ce qui s'apparente à une manipulation qui a pour but effectivement de déstabiliser la famille Ahidjo. Dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui. Il est question de succession, encore la une de notre journal aujourd'hui. Il s'agit du bi-hebdomadaire Aurore Plus, le journal Aurore Plus de Michel Michaud-Moussala paru. Ce jour parle de succession dynastique avec Franck Biya, présenté depuis quelque temps comme candidat à la succession de son père. Des nouvelles dans ce sens circulent depuis quelques jours maintenant. Le fils du chef de l'État est actuellement au cœur donc d'une insidieuse campagne de propagande sans qu'on sache véritablement à qui profite ce lobbying. Le dernier avatar sur Franck Emmanuel Biya est un portrait de 4 pages, dont une avec photo à fond perdu, du journal Jeune Afrique de la semaine sous le titre Cameroun, un Biya peut-il en cacher un autre? La plume de Jeune Afrique entreprend d'explorer l'image, la place et les chances du fils du chef de l'État camerounais, aujourd'hui âgé de 49 ans, pour l'accession à la magistrature suprême. À la vérité, constate Aurore Plus, le magazine des bords de la scène ne fait que s'engouffrer dans une dynamique dans l'air du temps. Sur la scène politique locale, en effet, les paris et les conjectures vont bon train. Ils interviennent à un moment de grandes incertitudes. Paul Biya, 88 printemps, accompli en poste depuis le 6 novembre 1982, est de plus en plus absent du gouvernail. Eh bien, qui manœuvre dans l'ombre? Quels sont les responsables de cette campagne qualifiée d'insidieuse par le journal de Michel Michaud-Moussala ce jour? Tous les détails à retrouver dans les colonnes de la parution de ce jeudi. Le journal qui parle aussi de spéculation fils à papa et champion en titre, l'une des rares fois où Franck Biya a mis le nez dans le marigot du boursicotage. Les détails également autour de ces spéculations dans le journal, qui livre également le parcours de ces dynasties, des titres avec 5 portraits d'une passation de pouvoir héréditaire en Afrique noire, avec des dauphins déjà préparés pour la fonction. Le cas de Mahamat Idriss Déby, actuellement au Tchad, Ali Bongo Ondimba, qui a succédé à son père au Gabon voisin, Faure Gnassingbé au Togo, Théodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale pour l'avenir, écrit le journal. Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Les détails dans ce dossier solide de 3 pages à retrouver dans le journal Aurore Plus en kiosque aujourd'hui, qui revient également sur des révélations de Madame Hissène Habré après le décès d'Idriss Déby Itno sur une chaîne sénégalaise. Fatim Raymond Habré dénonce aussi le rôle trouble de la France dans la lutte contre le djihadisme. Elle exige plus de 32 millions de francs CFA de l'heure à Yaoundé pour l'aider à surveiller les mouvements des terroristes. Les détails de cet entretien avec des extraits forts à retrouver dans le journal Le bi-hebdomadaire Aurore Plus en kiosque ce jour. La nouvelle expression est également parue, la nouvelle expression qui nous parle de décès, la mort de 2 responsables, 2 grands hommes responsables justement du ministère des Transports au Cameroun, le ministère des Transports frappé par la mort. Bokossi Doumbé s'en est allé, donc l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et par ailleurs président du conseil d'administration des aéroports du Cameroun, s'en est allé, et comme lui, Yomba Josué, directeur général de l'autorité portuaire nationale, a aussi quitté la terre. Le gendarme du secteur portuaire au Cameroun a
en croire certaines sources, est décédé des suites de courtes maladies. C'est donc deux personnalités qui quittent définitivement la scène. Mais il faut rappeler qu'avant Joseph Dipita Pokosi Ndoumbe et Yomba Josué fils, Félix plutôt Etundi, directeur général de Finex Voyage, Martin Aristide Okuda, ancien ministre, et Alim Bouka, ex-commandant des douanes, sont également passés de vie à trépas. Le journal dresse d'ailleurs leur portrait dans ses colonnes aujourd'hui et nous parle à sa grande une de ce drame survenu au quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de Douala. 2 enfants qui décèdent à la suite d'une intoxication alimentaire visiblement. La triste scène s'est déroulée au lieu dit Carrefour Lycée dans la nuit du 27 avril 2021, un quartier de l'arrondissement de Douala. 5e, je vous le disais, selon des informations, Noé et Alexandra qui sont tous pleins d'un mal de ventre avant de passer l'arme à gauche. Quelques heures plus tard à l'hôpital, ont consommé des avocats que leur a offert leur grand-mère et le pire est survenu quelques temps après. Et après le décès donc de ces 2 enfants, des autres qui ont mangé le même repas ont manifesté les mêmes symptômes et ont été conduits d'urgence à l'hôpital La Kentini de Douala où ils sont sous soins intensifs jusqu'à présent, contrairement à l'information ayant circulé hier matin et qui faisait état de 5 morts suite à une intoxication alimentaire. C'est plutôt 2 enfants qui sont passés de vie à trépas. Triste donc pour les parents qui portent le deuil dans ce quartier de l'arrondissement de Douala. 5e depuis hier. Le journal Censure Hebdo est également en kiosque aujourd'hui. Censure Hebdo qui parle de la lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun avec le ministre de la santé publique Manaouda Malachi sur la brèche, lui qui continue de porter la campagne de vaccination pour barrer la voie à la propagation du virus mortel du Covid-19 au Cameroun. Et la grande une de ce journal parle de litige foncier dans le département du Dé, région de l'Ouest Cameroun. Depuis quelque temps, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain fait l'objet d'attaques multiples pour une parcelle de terrain sur laquelle elle a pourtant le droit de préemption à Baganté dans le département du Ndé dans une action de recensement et de revalorisation du patrimoine foncier engagée en 1996 sur le plan national par le MINCAF. Plusieurs lots dont la mise en valeur était insatisfaisante au forceps justement, près de 30 ans après, ont été recensés par les autorités administratives. Un arrêté de déchéance a été rendu public en 2009 et des procédures de réattribution ont été déclenchées. Halte donc aux détracteurs, aux déclarations pompeuses et extrémistes, à lire dans le journal Censure Hebdo à tous les détails autour de ce litige foncier dans le département du Ndé. The Guardian Post, le quotidien d'expression anglaise, est également en kiosque ce jour et parle de la perte d'un grand homme. Il était ancien modérateur de la Presbyterian Church of Cameroon. L'homme s'en est allé. Il est décédé il y a quelques jours. Le révérend Nyansoko Ninku a donc quitté la scène. Le journal parle de lui aujourd'hui dans ses colonnes. Réaction également du révérend Fonky Samuel Tumfo Nico Ale Akerimuna Fon Mukete et Koko Dr Simon Munzu, le sénateur Belamo Kichas et bien d'autres qui rendent un hommage appuyé à cet orateur, cette icône de la Presbyterian Church of Cameroon. Tout à retrouver dans les colonnes du journal de Guardian Post en kiosque ce jour. Ligne d'horizon est également paru aujourd'hui. Ligne d'horizon, le magazine de Valentin Simeon Zinga qui nous parle de nos économistes et les crises et le pouvoir au Cameroun. Le Cameroun qui ploie justement sous le joug des institutions financières internationales. Depuis 1987, les crises se multiplient dans notre pays, se succèdent et perdurent d'ailleurs. Les stratégies et mesures gouvernementales peinent à en venir à bout. L'on se demande dans les conditions si nos hommes de science ont voix au chapitre et sont dans ces cas écoutés justement avec le professeur Tounamama et
Étienne Tsama, Emmanuel Numbisi Ngankam, Grégoire Mebada, François Bambou et bien d'autres. Le journal tente de scruter justement l'économie du Cameroun, les crises et le pouvoir depuis plusieurs années avec un taux de croissance qui peine à sortir de l'ornière. Les détails dans les colonnes de ligne d'horizon en kiosque aujourd'hui. Afrique Info nous amène dans le sérail politique camerounais et parle d'un homme inséparable du président de la République, inséparablement lié contre vents et marées, la folle rumeur d'un virtuel remaniement ministériel qui agite l'opinion depuis quelques jours sur les réseaux sociaux a tout fait état de la prétendue révocation du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, une manœuvre d'agitateur, écrit le journal, et manipulateur visant à fissurer l'étanchéité de la confiance qui lie les deux hommes dans le but de mieux atteindre le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Le journal parle donc de cette fidélité de Samuel Vondo Ayolo. Et d'après des sources du journal Afrique Info, le journal de Djelfis en kiosque ce jour, c'est un membre du gouvernement dont les noms sont parfois cités et révélés dans les éditions du journal Afrique Info, manipule quelques membres de la famille présidentielle afin de ternir l'image du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondo Ayolo, auprès du président de la République. Mais il n'en sera absolument rien, conclut le journal de Djelfis. Afrique Info en kiosque ce jour. Info Matin nous amène dans la Mefou et Afamba, région du centre, pour parler de Luc Magloire Mbarga Atangana qui offre des produits de première nécessité aux musulmans. Le rendez-vous est devenu une tradition chaque année pendant la période du jeûne du mois du Ramadan. Ce digne fils du département apporte un appui aux fidèles des 8 arrondissements. Le don remis hier en fou aux imams est en gros constitué de 30 sacs de riz, 40 sacs de pâtes alimentaires, des cartons de sucre, de farine, de savon de ménage, des cartons d'huile végétale et bien d'autres, ainsi qu'une enveloppe d'un montant d'1 million de francs CFA pour apporter du soutien à la communauté musulmane en ces temps du jeûne du mois de Ramadan. Et au pied de page d'Info Matin, on peut lire des détails sur une attaque terroriste de Woulgo, les éclairages du ministère de la Défense. Dans un communiqué rendu public hier, le chef de la division communication au ministère de la Défense, le capitaine de vaisseau Serge Atonfa-Ngemo, fait le bilan des affrontements entre la force multinationale mixte et Boko Haram dans un affrontement qui a eu lieu il y a quelques jours. On termine avec le bi-hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mvin également en kiosque ce jour qui nous parle de coopération entre le Cameroun et la Russie avec 1 million de logiciels MyOffice offert au ministère de l'Éducation de base, le don estimé à près de 542 milliards de francs CFA répartis en 10 ans a fait l'objet de la signature hier à Yaoundé d'un protocole d'accord entre le directeur de Carousel Finance, Jaffa Ilali, et le ministre de l'Éducation de base, Laurent Sège et Tundingwa. Celui-ci, dans un élan de solidarité gouvernementale, à son tour en a offert 200 000 au ministère de l'Enseignement supérieur, 150 000 au ministère des enseignements secondaires et 100 000 au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et 50 000 au ministère des Postes et Télécommunications. Le pays de Paul Biya devient ainsi en Afrique le premier bénéficiaire de ces applications de dernière génération, écrit La Météo en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également de l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat féminin dans notre pays avec les académies des sciences qui pensent les mécanismes d'appui des pouvoirs publics. L'atelier irrelatif présidé par la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchouenté, se tient depuis hier à Yaoundé dans l'optique d'outiller davantage les décideurs des 6 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest en matière de politique publique sur ces 2 problématiques. Les détails à retrouver dans le bi-hebdomadaire La Météo en kiosque ce jeudi. Quelques heures seulement nous séparent du 1er mai, donc ce n'est pas très certain que vous soyez là demain. Par contre... Non, le 1er mai, c'est plutôt samedi, si je ne me trompe pas. Ouais. Samedi, donc nous serons là demain. Donc vous serez là demain? Oui, absolument. Ah, ça, c'est parfait. En tout cas, Christian Chapmi me rassure, d'ailleurs. Le rédacteur en chef du Messager. Voilà, en tout cas, on va rappeler que ça fait partie donc des faits majeurs qui marquent l'actualité. La 135e édition de la fête du travail, placée sous le thème « Monde du travail et pandémie du Covid-19, garantir la santé ».
des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis. On va dire que c'est par voie de communiqué que ce thème a donc été rendu public par l'entremise du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona. Et là, on va dire en prélude justement de cette célébration. Hier, par exemple, la communauté internationale célébrait la journée mondiale sur, on va dire, la santé et la sécurité des travailleurs. Alors, au regard du contexte actuel marqué par la résurgence de la pandémie de la Covid-19, on rappelle que c'est une célébration qui va se faire de manière assez particulière. Mais est-ce que vous avez le sentiment, ces derniers mois, ou encore partant du mois de mars pour le compte de l'année 2020, que la situation du travailleur au Cameroun s'est améliorée? Écoutez, vous parlez de partie du mois de mars 2020 pour avril 2021. Si la situation s'est améliorée, mais j'ai envie de demander dans quel domaine précisément. La situation dans l'ensemble du travailleur camerounais se trouve encore précaire dans certains secteurs d'activité. La précarité dont parlent parfois même les gouvernants, les pouvoirs publics, même à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, c'est cette précarité qui est de temps en temps dénoncée dans de nombreux secteurs d'activité où les travailleurs peinent justement à joindre les deux bouts. Vous avez des gens qui travaillent au quotidien pour ne parfois pas avoir de salaire à la fin du mois. Vous avez des entreprises où on cumule 3, 4, voire 5, 6 mois d'arrivée de salaire. Oui, ça existe dans notre pays. Et ajouter à cela, effectivement, la pandémie du Covid-19, parce que dans le thème que vous avez donné tout à l'heure, bien sûr, il est inclus Covid-19 et tout ça. Avec l'arrivée de ce Covid-19 au mois de mars 2020, j'imagine que c'est ça que vous faisiez allusion tout à l'heure, la situation s'est presque empirée dans de nombreuses entreprises où des gens, effectivement, ne peuvent plus avoir de salaire, ne peuvent plus être payés parce qu'il leur est brandi le prétexte de Covid-19, et on vous dit les chiffres d'affaires ne sont pas très bons, les affaires ne marchent pas à cause du coronavirus, et même ceux qui ne ressentent aucun impact du Covid-19 sortent le prétexte pour ne pas parfois donner le dû à leurs employés. Eh bien, je reste simplement sur c'est-à-dire que la rémunération salariale de ces employés-là, de nombreux employés broient du noir, vivent des conditions extrêmement difficiles. Et il faut noter que ce n'est pas seulement avec l'avènement du Covid-19 que l'on vit ce type de situation. Eh bien non, depuis de nombreuses années, je crois que ça a été toujours le combat parfois du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui fait des pieds et des mains pour amener les chefs d'entreprise qui sont parfois de véritables esclavagistes, parce qu'il faut le voir dans certaines entreprises privées qui sont de véritables esclavagistes, qui font travailler des gens sans les payer, parfois des salaires extrêmement dérisoires, salaires de catéchistes pour un travail formidable accompli au quotidien. Et voilà, la situation ne semble pas vraiment beaucoup bouger. Des plaintes sont parfois faites et l'occasion de la fête du travail, c'est parfois le lieu de porter des revendications. On a parfois vu des syndicats porter la voix des travailleurs, revendiquer de meilleures conditions de travail par exemple. C'est des gens qui font plus de 8 heures de travail par jour, qui travaillent de façon acharnée, un peu comme des esclaves, je le disais tout à l'heure, pour à la fin ne pas percevoir parfois le salaire qui leur est dit, les conditions de travail, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, la rémunération. Je crois que voilà les deux gros problèmes. Mais est-ce que vous pensez, du Michael, que le dialogue est effectif entre le patronat et les employés quand même? Voilà un autre grand problème, au-delà du côté conditions de travail. Oui, conditions de travail et peut-être conditions de travail, oui, dont nous parlions tout à l'heure. Il y a ce dialogue-là. Ce dialogue, vous savez, le ministre Grégoire Oona du Travail et de la Sécurité sociale parle à chaque fois du dialogue social, le dialogue social qui est devenu une expression très usitée chez nous. Et on entend encore beaucoup, généralement à l'approche de la fête du travail, le dialogue social, qui manque malheureusement à de nombreuses entreprises, malheureusement, je le dis encore, oui, où on ne peut pas avoir la fluidité dans cette communication-là entre employeurs et employés. Vous savez, il existe des entreprises, effectivement, où des gens
ne sont pas payés, comme je le disais par exemple tout à l'heure, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, mais ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas payés. Parce qu'il manque effectivement ce dialogue. Là, communication. On assiste à une sorte de condescendance, on va le dire ainsi, des employeurs sur les employés qui disent absolument rien, qui ne passent aucune information, qui ne discutent pas avec leurs employés. Parfois, les délégués du personnel qui sont supposés représenter les entreprises sont mis à la poche de ces employeurs-là ou bien sont simplement muselés, ne peuvent pas ouvrir la bouche parce qu'ils planent sur leur tête comme une épée de Damoclès de licenciement et bien d'autres. On vous prévient, si vous tentez, vous osez lever la tête, et bien on vous vire et on verra où vous trouvez le travailleur. C'est un environnement de chantage quotidien, permanent, dans lequel de nombreuses personnes vivent. Et en ce moment-là, la santé au travail dont vous parliez tout à l'heure est également mise à rude épreuve. On vit de stress, des employés qui vivent de stress au quotidien, qui travaillent dans des conditions inhumaines parfois, qui ne peuvent pas se faire soigner, les cotisations salariales, les cotisations sociales et bien d'autres qui ne suivent pas. Vous avez des gens qui vont à la retraite, décèdent 2 ans après parce qu'ils n'ont rien pour vivre. L'environnement du travail est vraiment extrêmement vicié, extrêmement compliqué au Cameroun malgré tout ce qui est fait. Malgré tout ce qui est fait au quotidien, on parle de travail décent. C'est quoi le travail décent? Est-ce qu'on est arrivé justement à cette situation du travail décent au Cameroun comme prône l'Organisation internationale du travail? Par exemple, il y a de nombreuses conditions pour établir que l'on est dans une situation de travail décent. Mais est-ce qu'effectivement dans notre pays, on peut dire dans de nombreux secteurs, hein, parce que là, si on rentre dans le secteur informel, c'est autre chose carrément. Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'on fait du travail décent, qu'on pratique du travail décent comme tel que préconisé par l'Organisation internationale du travail? Non, je crois qu'il y a énormément à dire sur ce sujet, qu'on y passera toute la journée, peut-être 2 jours ou 3 jours. On va peut-être aussi revenir sur les corollaires. Parlant de l'impact de la pandémie sur le volet économique, pour revenir justement au congé technique, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi depuis la survenue de cette pandémie de la Covid-19. Est-ce qu'il y a une option pour ces personnes-là? Parce que la plupart se retrouvent, par exemple, dans la rue comme ça, n'ont pas assez de fonds pour pouvoir se lancer sur leur propre compte. Ça devient assez compliqué. Oui, pourtant, il faut vraiment envisager un plan B. Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le Covid a créé de nombreuses difficultés aux entreprises. Ça, c'est un fait, on peut pas le nier. De nombreuses entreprises se sont retrouvées presque asphyxiées à cause des affres de cette maladie, de cette pandémie. Mais maintenant, il fallait une capacité d'adaptation pour de nombreuses entreprises qui, pour quelques-unes, se sont laissées aller carrément, ne se sont pas réinventées effectivement pour bloquer les affres de ce Covid-19. Là, il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, qui ont plus gagné en temps de Covid-19 qu'en période normale, qui ont su se réinventer, qui ont su mettre sur pied des stratégies, s'adapter effectivement pour faire des inconvénients du Covid-19 plutôt des avantages. C'est à ça qu'on reconnaît une entreprise qui se déploie, qui se bat au quotidien, qui travaille pour en arriver là. Mais celles qui ont croisé les doigts se sont retrouvées effectivement un peu touchées de façon violente par les affres de cette pandémie. Et conséquence, vous l'avez dit Patricia, on a eu des gens qui sont mis en congé technique parfois, on a des licenciements même qui sont intervenus dans de nombreuses entreprises dues à cela. Mais le groupement interpatronal du Cameroun, par exemple, avait fait de propositions, de nombreuses propositions. Je crois qu'on en a eu au moins 2 vagues de propositions. La première, c'était, je crois, en avril 2020, un mois simplement après le début du Covid-19, le JICAM qui a proposé un train de mesures au gouvernement camerounais, par exemple comment on appelle ça, alléger la fiscalité, par exemple, pour de nombreuses entreprises, le paiement des impôts et bien d'autres au niveau permettre de la douane, aux patrons de pouvoir gérer les employés, fiscalo-douanières et bien d'autres, sociales même. Il y a de nombreuses propositions qui ont été faites dans ce sens pour permettre aux patrons de ne pas subir de plein fouet les affres de ce Covid-19. Mais ces mesures ont-elles été vraiment prises en compte de la part du gouvernement? Parce qu'il faut dire également que le gouvernement a sa grande responsabilité dans l'affaire. Ce gouvernement qui devait effectivement aider les entreprises à travers
traversé cette phase, mais on n'a pas le sentiment, malheureusement, et le GICAM l'a parfois dit, hein, et le rappelle, le martèle d'ailleurs à chaque fois, que ces nombreuses propositions n'ont vraiment pas été prises en compte. Si ça avait été le cas, je crois que de nombreuses entreprises auraient moins subi les affres de ce Covid-19 là, et aujourd'hui là on se retrouve donc face à de nombreuses difficultés, des entreprises qui ont fermé boutique carrément, il y en a oui, qui ont été obligées de fermer, n'ayant pas pu supporter, subir ces difficultés là liées à la pandémie du Covid-19. C'est simplement regrettable. Je crois que tel que les choses vont, tel que les choses s'avancent, on n'est pas prêt de sortir de cette maladie. Et donc, il est encore temps effectivement pour de nombreuses entreprises de s'adapter, de se battre, de trouver des moyens, des stratégies pour se mettre au pas, pour éviter effectivement que le Covid ne les décime totalement, parce qu'on en a vu qui sont tombés, qui ont fermé, et même certaines entreprises d'État, hein, ce n'est pas que le cas des entreprises privées, il y a de nombreuses entreprises d'État qui subissent de plein fouet les affres de ce coronavirus-là. Et donc, je crois que des propositions nombreuses qu'elles sont devraient simplement être prises en compte, implémentées, d'où qu'elles viennent, pour qu'on évite justement cette chute vertigineuse que l'on observe pour de nombreuses entreprises et qui cause énormément du tort aux employés qui sont parfois virés, parfois mis en congé technique sans espoir de retrouver leur travail un jour. Donc c'est dans cet environnement un peu tatillon, là, un peu difficile que le travail se trouve au Cameroun avec l'arrivée de ce Covid-19. Ajouté à ça, il y avait déjà la situation économique qui n'était pas très réjouissante. Et voilà. Et puis ajouter à ça le Covid-19, eh bien c'est difficile, il faut le reconnaître également pour de nombreux patrons d'entreprises dont l'État devrait faire son travail, devrait soutenir ces entrepreneurs-là qui se battent quand même au quotidien, qui emploient de nombreux Camerounais et qui se retrouvent donc un tout petit peu touchés de plein fouet par ces affres du Covid-19. C'est clair, un coup de main de l'État, du gouvernement camerounais, vraiment serait la bienvenue auprès de ces entrepreneurs qui se battent tant bien que mal pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Ils méritent d'être encouragés. Allez Mike, vous vous êtes rendu compte qu'on a du mal à se départir de vous, oui. On aimerait bien vous garder, mais quand vous avez pas mal de choses aussi à faire partant de la rédaction centrale de Canada International, on est bien obligé de vous laisser partir. Il faut bien que je laisse la place aux autres. Naturellement. Merci en tout cas d'être passé par ici, mais demain vous êtes là. Oui, naturellement. Ah, super. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous rappeler le thème qui a été retenu pour la fête du travail, merci. Monde du travail et pandémie du Covid-19, garantir la santé des travailleurs, définir... Oui, la santé du travailleur, laissez-moi. Oui, majeur dans la préservation des acquis des entreprises, c'est la 35e édition. Je perds un peu mon latin et je rappelle que les marches des travailleurs ne vont pas se faire comme habituellement avec à raison bien évidemment de la Covid-19. À suivre, mesdames et messieurs, l'instant du Ramadan tout à l'heure avec Mohamedou Koiranga. Et puis, on aura aussi Marlise Babois qui viendra nous parler du chômage et du couple, l'impact que le chômage a dans ce couple. Comment est-ce que le couple devrait bien évidemment se maintenir dans une situation de chômage. Il y a encore bien des articulations à écumer durant tout ce programme. Vous faites bien de rester avec nous sur les antennes de Canal 2 International dans le cadre de Canal Matin. Avant de parler bien évidemment des dates qui ont marqué l'histoire du monde, faisons un clin d'œil à nos différents partenaires et puis on revient.